Lors de ma dernière vidéo, ici en fiche, je vous ai détaillé le mode d'emploi pour charger sur les superchargeurs Tesla si vous avez un véhicule électrique autre que la marque américaine. D'ailleurs, il va falloir vous habituer au jargon. Chez nous, le superchargeur se dit SUC. Il est à préciser que ceci concerne les véhicules compatibles avec le port CCS, y compris ceux avec un adaptateur. En conclusion de cette vidéo, je vous ai promis cette vidéo où je vais vous expliquer pourquoi cette ouverture à la concurrence est une idée géniale des équipes d'Elon Musk. Jingle! Entrons dans le vif du sujet car vous êtes de nombreux propriétaires de Tesla à voir cette ouverture à la concurrence d'un mauvais œil. Je vais articuler cette vidéo en 3 parties où je vous exposerai successivement l'intérêt pour Tesla, pour les propriétaires non Tesla et enfin l'intérêt pour nous, possesseurs historiques de véhicules de la gamme Sexy. C'est parti! Tout d'abord, quels sont les intérêts pour Tesla ? Si Tesla a pu s'imposer comme leader des constructeurs de véhicules électriques, c'est bien grâce en partie à son réseau de superchargeurs exclusivement réservé à sa clientèle. Pourquoi changer la donne donc et se tirer une balle dans le pied? Premier intérêt, un intérêt financier. Voici un SUC vide, ou presque. Alors bien sûr, il arrive parfois qu'il se congestionne, notamment les jours de grand départ. Mais la plupart du temps, ce superchargeur enregistre peu de fréquentation. Pour Tesla, c'est donc une manne financière non négligeable, surtout au tarif de 57 centimes du kilowattheure ou 59 si vous ne prenez pas l'abonnement. Mais nous reviendrons sur ce point dans la deuxième partie. À l'instar d'un restaurant, Tesla doit lutter contre les emplacements vides pour rentabiliser ses stations, pour leur entretien et pour leur développement. Deuxième intérêt, il est marketing. Tesla est le seul constructeur automobile au monde à avoir déployé un réseau de superchargeurs exclusif à sa marque. Unity est bien une co-entreprise déployant un réseau de recharge rapide, mais elle regroupe Audi, BMW, Mercedes, Ford, Porsche et Hyundai. Les non-Tesla qui voudront charger sur les SUC devront au préalable charger l'application et renseigner des champs. Autrement dit, vous devrez donner un certain nombre d'informations pour la facturation, le paiement, le moyen de contact, comme votre téléphone ou votre mail par exemple. En conséquence, et tout à fait innocemment, vous créerez la plus belle base de données imaginée par Tesla et pour Tesla qui tentera alors de vous convertir à ces véhicules par tous les moyens. D'ailleurs, il suffit d'ouvrir l'application pour en avoir déjà un aperçu. En dessous de charger votre non Tesla apparaît la gamme complète de Tesla. S, 3, X, Y et même le Tesla Shop. En cliquant sur le véhicule de votre choix, vous avez immédiatement accès à son descriptif, ses options, son prix. Et en quelques clics, vous pouvez franchir le pas comme on achète un livre sur Amazon. Lançons maintenant l'application Unity. Sans commentaire. Troisième intérêt pour Tesla, son réseau de commerciaux gratuits, c'est-à-dire nous, les possesseurs de Tesla. Je m'explique. Et là, je m'adresse encore aux non-possesseurs Tesla. Dites-moi franchement, qu'allez-vous faire quand vous chargerez votre véhicule électrique sur un SUC? Rester au volant? À part s'il pleut à saut dehors, j'en doute. N'auriez-vous pas la curiosité de vous approcher d'une Tesla, de voir comment Netflix rend dans l'habitacle pendant l'attente, ou de faire essayer les jeux vidéo à votre enfant? Ces gadgets, je conçois, mais le contact avec le propriétaire sera fait. Et peut-être même que s'il a 5 minutes, vous ferez un tour avec lui. Si vous êtes conquis, pour le remercier, vous le prendrez alors comme parrain pour gagner de la recharge gratuite ou des cadeaux du Tesla Shop. Quoi? Vous n'êtes pas au courant du parrainage? Non, pas celui de la phase 10 qui s'est arrêtée le 18 septembre dernier. Moi, je parle de la phase 11. Entre la phase 9 et la phase 10, il s'est écoulé une 50aine de jours. Je suis prêt à vous parier que le parrainage reprendra bientôt. D'ailleurs, souvenez-vous, il était dit que Tesla voulait plus d'interaction et de proximité entre parrain et filleul. N'était-ce pas un signe avant-coureur pour annoncer l'ouverture des superchargeurs à la concurrence? Passons maintenant aux intérêts pour les non-Tesla. Actuellement, le réseau de superchargeurs reste insuffisant en France et en Europe. Même si le réseau Unity fait des efforts de déploiement, les 1000 bornes supplémentaires offertes par Tesla en France vont permettre aux plus petites batteries d'effectuer de plus grands trajets, beaucoup plus sereinement. Deuxième intérêt, toujours en prenant l'exemple d'Ionity,
La facturation au kilowattheure sera plus avantageuse que celle au temps passé. Alors il est vrai que si vous possédez un Porsche Taycan, une Audi e-tron GT, un Ioniq 5 ou un Kia EV6, vous possédez une alimentation 800 volts et le calcul est plus complexe. Mais la majeure partie des autres véhicules électriques sont en 400 volts et parfois bridés à une puissance de charge de 50 kW. Ce qui est le cas de l'ID3 par exemple, un des véhicules électriques les plus vendus cette année en France. Avec une si faible puissance à mise en charge et compte tenu qu'il faut aussi un abonnement pour Ionity, il vaudra mieux éviter d'être facturé à la minute. J'irais même dire que même pour les 800 volts précédemment évoqués, il va falloir faire des calculs d'apothicaire. Car vous le savez comme moi, plus la batterie est remplie, plus la puissance de charge est faible. Donc moins elle se remplit vite. Ça va? Alors oui, le prix de base de 57 centimes ou 59 le kilowattheure peut paraître prohibitif, mais je rappelle qu'en facturation à la minute, cela peut l'être encore plus en fonction de votre SOC, c'est-à-dire votre niveau de batterie. Tesla offre malgré tout la possibilité de s'abonner pour baisser la note. Ainsi, pour 13 € par mois, vous bénéficierez du même tarif que les propriétaires Tesla. Pour vous aider dans votre décision de vous abonner ou pas, voici un schéma qui vous indique que si vous chargez plus de 35 kWh par mois, soit moins d'un plein pour un grand nombre de véhicules, cet abonnement reste très intéressant. Et puisqu'on parle d'abonnement, et histoire d'encourager mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est cette fois gratuit, et ça me fait vraiment plaisir, et ça fait vraiment avancer la chaîne. Troisième et dernière partie, les intérêts pour les propriétaires Tesla. Et c'est la partie, je dirais, un petit peu plus délicate. Alors je sais qu'il y aura peut-être des sceptiques parmi vous, moi-même je me pose des questions légitimes, mais je vais quand même vous donner, selon moi, le positif que l'on peut tirer de cette ouverture à la concurrence. Premier intérêt, avec des non-Tesla qui deviendront donc contributeurs en se branchant au SUC, le déploiement de nouvelles stations devrait s'accélérer. Je vous rappelle que Tesla prévoit un triplement de ses stations dans le monde d'ici 2 ans. Plus de stations, c'est un meilleur maillage du territoire, donc une meilleure sérénité pour voyager et aussi une meilleure répartition des véhicules en charge. Deuxième intérêt, et pour reparler du parrainage évoqué en amont, ce sera l'occasion que vous n'auriez jamais eu auparavant pour ne pas que tous les youtubeurs raflent tous les filleuls sur leur passage. La dotation devrait être variée comme des kilowattheures de recharge gratuits, des cadeaux du Tesla Shop ou des invitations à un événement. Oui, je sais, je spécule encore sur le parrainage, mais je mettrai bien une pièce là-dessus. Troisième intérêt, cette ouverture aux autres marques va mécaniquement créer une guerre des prix du kilowattheure. Et c'est tout bon pour les consommateurs que nous sommes. Ionity va devoir réviser ses tarifs s'il ne veut pas que ses abonnés habituels s'échappent vers les SUC. D'autant qu'il y a une autre menace pour eux, et c'est celle du quatrième point d'intérêt. Le quatrième intérêt donc, c'est de voir plus de SUC sur les aires d'autoroute, à l'instar des Ionity ou Total. Ces aires vont être en effet beaucoup plus favorables à voir des SUC s'implanter quand ils sauront que c'est pour charger un maximum de véhicules, plutôt que quelques Tesla. Les restaurants et petits commerces ont tout à gagner. Alors, elle est pas belle la vie? Que de bonnes nouvelles, non? L'idée de l'ouverture à la concurrence peut être géniale. Il y a quand même 2 ombres au tableau, selon moi, et vous êtes un certain nombre à vous inquiéter aussi. La première concerne l'emplacement du port de charge compte tenu de la longueur du pistolet de charge Tesla. Sur ce schéma, on distingue l'essentiel des véhicules électriques en circulation avec l'emplacement de leur port de charge. Pour les véhicules représentés dans ce cercle vert, aucun problème. Ils se chargeront comme les Tesla en marche arrière. Pour ces véhicules, idem, il faudra juste se mettre en marche avant. Pour toutes les autres, en revanche, cela risque de poser problème. Veuillez noter au passage que Hyundai, avec sa Ioniq 5, a eu la mauvaise idée de changer de côté alors que pour ses modèles précédents, le port était à l'arrière gauche. Quand je me branche avec un port à l'arrière gauche ou à l'avant droit, chaque borne peut être utilisée. En revanche, si j'arrive avec une Fiat 500e ou ma Ioniq 5, je devrais me mettre sur l'emplacement attenant. Ainsi, j'occuperai un emplacement qui pourrait servir à un véhicule avec le port de charge à gauche. J'ignore comment Tesla va gérer ce problème, mais je suggère 3 solutions. J'ai déjà contacté une entreprise qui fabrique des chargeurs ainsi que des câbles pour leur demander si une rallonge était possible et surtout pouvait être autorisée. La réponse est sans appel, ce serait très étonnant que ce soit autorisé étant donné la haute tension qui passe par les câbles. Et en supposant que ce soit le cas, le prix d'un tel câble avoisinerait les 800 €, donc pas très accessible, donc solution improbable. Deuxième solution, Tesla va changer une partie de ses pistolets.
On peut imaginer qu'une partie des bornes sur une station soit équipée d'un câble plus long qui serait adapté à un port de charge à l'arrière droit ou à l'avant gauche. Il faudrait juste que nous, propriétaires de Tesla, veillons à utiliser en priorité les câbles courts. Personnellement, c'est déjà ce que je fais avec les SUC V2 et V3. En effet, dans certaines stations équipées de SUC V2 et V3, je constate des modèles 3 sur des V2. Je leur explique donc gentiment qu'ils peuvent laisser la place des V2 au modèle S et X, qui eux ne peuvent pas se brancher sur les V3 sauf à avoir un adaptateur. Troisième solution, et c'est la moins coûteuse à mon avis, Tesla va tout contrôler via l'application. Petit rappel de la FAQ. On l'a vu, via l'application, Tesla peut désactiver la disponibilité d'une borne d'un simple clic. On imagine par exemple que sur une station de 16 bornes, il n'en réserve que 8 pour les toutes marques, dans les jours de forte congestion. Et vous, avez-vous d'autres solutions à suggérer? Je vous laisse répondre en commentaire si c'est le cas. En attendant, vous pouvez mettre des pouces bleus si vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt et comme vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao!